Nous avons épuisé nos nuages de pluie habituels. Israël a bombardé le Qatar, l'un des principaux partenaires des États-Unis au Moyen-Orient. En conséquence, la situation au Moyen-Orient évolue rapidement, et la méfiance envers les États-Unis s'accroît. Les États-Unis eux-mêmes ne savent pas comment gérer la situation actuelle. Aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet en profondeur. Regardons cela tout de suite. Le 9 septembre, l'armée israélienne a frappé la direction du Hamas à Doha, au Qatar, attaquant ainsi le Qatar. La délégation du Hamas négociant le cessez-le-feu aurait été attaquée lors de discussions sur la proposition américaine. La zone visée comptait de nombreuses ambassades, dont celles de la Pologne, Russie, Grèce, Hongrie et Philippines. Juste un pâté de maison plus bas se trouvait aussi l'ambassade de notre pays. Israël a attaqué cette zone, sans succès. La délégation du Hamas a pu éviter le raid aérien grâce à l'aide de la Turquie. Malheureusement, seul un citoyen qatari innocent a perdu la vie dans cette situation sans précédent. Dans ces conditions, le monde entier a été bouleversé. Le Qatar soutient le Hamas, certes, mais c'est aussi un pays pro-américain, et une base aérienne de l'États-Unis Air Force y est également stationnée. En plus, comme le Qatar était le pays qui avait suspendu l'accord de cessez-le-feu, le monde entier est en train de critiquer Israël. Un pays non impliqué a subi une attaque aérienne dans sa capitale, ce qui est totalement insensé. Certains pays arabes affirment ne plus pouvoir faire confiance aux États-Unis dans ce contexte. Après l'attaque aérienne d'Israël contre le Qatar, les pays du Moyen-Orient doutent de la protection américaine. Beaucoup de pays du Moyen-Orient, peu puissants militairement et faiblement peuplés, ont garanti leur sécurité en échangeant du pétrole contre la protection des États-Unis. Après les frappes aériennes contre le Qatar, leur opinion a changé. Le fait qu'Israël ait attaqué le Qatar signifie que d'autres pays peuvent aussi devenir des cibles à tout moment. Comme dit plus tôt, le Qatar abrite la plus grande base aérienne américaine du Moyen-Orient et achète beaucoup d'équipements militaires américains. Mais les États-Unis n'ont pas pu empêcher l'attaque aérienne. Bien sûr, Israël avait prévenu les États-Unis à l'avance de son intention de mener une attaque aérienne, mais les États-Unis ont appelé le Qatar à la hâte pour l'informer, et à peine l'appel terminé, l'attaque a eu lieu, ne leur laissant aucun temps pour réagir. En plus, il a été rapporté qu'Israël aurait tenté d'attaquer la direction du Hamas basée en Turquie, ce qui montre que la situation au Moyen-Orient devient de plus en plus tendue. De nombreux experts estiment que cette attaque aérienne pourrait provoquer une grande inquiétude au Moyen-Orient, et qu'il y a un risque que les conflits s'aggravent. La normalisation entre l'Arabie Saoudite et Israël devait être discutée, mais l'échec paraît désormais très probable. La tension augmente, surtout après la mort d'un citoyen qatari dans la frappe israélienne. À chaque montée de la pression internationale pour un cessez-le-feu, Israël a élargi le conflit en attaquant des pays voisins du Moyen-Orient. Cela a créé une situation dans laquelle les États-Unis et d'autres pays occidentaux n'ont d'autre choix que de soutenir Israël. Netanyahou prolonge souvent sa carrière en aggravant une crise pour en masquer une autre, créant ainsi une crise plus grave. Cette fois, l'action d'Israël n'était pas simplement un raid aérien visant le Qatar. Les États-Unis ont également été directement touchés. Surtout, cela a brisé la confiance minimale des pays arabes envers les États-Unis. Le président Trump vantait fièrement le succès diplomatique majeur des accords d'Abraham au Moyen-Orient. Cet accord officialisait la normalisation entre les pays arabes et Israël, illustrant le leadership de Washington au Moyen-Orient. L'attaque aérienne contre le Qatar a fragilisé cet accord. La colère de l'Union Arabemite, symbole des accords d'Abraham, a mis les États-Unis en difficulté. L'Union Arabemite était jusqu'ici le pays ayant le plus activement cherché à normaliser ses relations avec Israël. Après l'incident, le ministère des Affaires étrangères d'Abu Dhabi a publiquement critiqué Israël, révélant son malaise. Le bombardement du Qatar n'était pas qu'une opération militaire, il signifiait aussi une trahison de l'accord. Face à cette situation, les États-Unis ont également été très déconcertés. Au sein de Washington, un sentiment de crise s'est répandu, craignant que la confiance envers tout le Moyen-Orient ne s'effondre si les choses continuaient ainsi. La Maison-Blanche a exceptionnellement appelé le gouvernement israélien pour lui demander d'arrêter, lançant un avertissement clair. Il était extrêmement rare que les États-Unis adressent un message à Israël sur un ton aussi ferme. Pourtant, la plus grande méfiance restait toujours envers le Qatar. Le centre a été bombardé, et les troupes de Janggook ont subi des pertes. Cela s'est en plus passé à Doha, où il y a une base militaire américaine, donc le Qatar n'a pu ressentir que colère ou humiliation, malgré la présence des forces américaines. Cela n'a pas été évité. Pourquoi les Américains sont-ils ici ? Ils ont commencé à s'interroger. Le doute du Qatar s'est vite transformé en méfiance. Les États-Unis ne pouvaient plus laisser la situation sans réponse. Trump est intervenu, et Steve Witkoff, envoyé spécial pour le Moyen-Orient, a été dépêché d'urgence. Le 12 septembre, une rencontre avec le Premier ministre du Qatar s'est tenue à New York. Les États-Unis ont alors promis de renforcer la coopération en défense et assurer que cela ne se reproduirait plus. Trump a affirmé que le Qatar était un allié solide des États-Unis, mais le Qatar n'a pas accepté aussi facilement. La fracture restait trop profonde pour être comblée par de simples mots, poussant les États-Unis à agir davantage pour restaurer la confiance. Avec la garantie de sécurité américaine incertaine, les pays du Moyen-Orient cherchent leurs propres moyens de survie. Regarder vers Washington pour se rassurer appartient désormais au passé.
Vont-ils lancer aussitôt des avions de chasse et des missiles contre Israël? En réalité, c'était très peu probable. La structure de gouvernance des pays du Golfe apporte la réponse. Des pays comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar et le Koweït font entourner leur écosystème économique en reliant l'énorme capital qu'ils gagnent, grâce à l'exportation de pétrole et de gaz naturel au commerce, à l'investissement et à l'industrie du tourisme. L'image d'un centre d'affaires stable est en fait la marque nationale. Mais si un conflit militaire direct éclate, à ce moment-là, les capitaux d'investissement s'enfuient, les touristes cessent de venir, et la confiance dans le marché financier s'effondre. En résumé, ce serait comme se passer la corde au cou. C'est pourquoi une réponse militaire est quasi impossible, mais il y a d'autres moyens. La diplomatie et la puissance économique sont utilisées comme armes. Les fonds souverains du Golfe investissent déjà massivement dans le monde entier. Que se passerait-il s'ils déclaraient vouloir quitter les actifs liés aux États-Unis et à Israël? Les marchés financiers mondiaux subiraient un choc immédiat, pouvant faire pression sur Washington et Tel Aviv. Autrement dit, il s'agirait de combattre avec de l'argent plutôt qu'avec des armes. Il y a un autre point à noter en lien avec ce mouvement. Il s'agit de la proposition de l'Égypte. Le président Abdel Fattah al-Sisi a récemment suggéré que les pays arabes créent une force arabe unifiée, une version arabe de l'OTAN. Il s'agit de créer une alliance militaire avec un commandement opérationnel pour répondre ensemble à de futures attaques comme celle d'Israël. Il est rapporté que l'Égypte assumerait le commandement suprême, l'Arabie Saoudite détiendrait l'autorité suivante, et si nécessaire, des mercenaires du Maroc ou de l'Algérie pourraient également être déployés. Ce n'est pas la première proposition de ce genre. En 2014 et 2018, des discussions similaires ont échoué car les petits pays refusèrent de céder le contrôle militaire. Mais cette fois, l'ambiance est différente. La raison en est une seule. Tous les dirigeants arabes partagent désormais l'inquiétude qu'ils ne peuvent plus faire confiance aux États-Unis. La proposition actuelle de l'Égypte ne se limite pas à une simple discussion militaire. C'est un message symbolique et un premier pas pour déplacer le centre de gravité d'un ordre centré sur les États-Unis vers un ordre arabe. Bien sûr, il reste encore à savoir si cela aboutira. C'est un projet complexe, car les intérêts des différents pays sont étroitement liés, et ce n'est pas facile. Mais le simple fait que cette proposition ait été relancée est en soi important. C'est une preuve évidente que la tendance au Moyen-Orient penche de plus en plus vers la méfiance envers les États-Unis. En somme, la situation évolue sans violence, et la pression internationale sur Israël augmente. Le 12 septembre, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a adopté à une large majorité une résolution soutenant Israël et la Palestine. La Corée, le Japon, l'Europe et 142 pays ont voté pour, Israël, les États-Unis et 10 autres contre. Le 11, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a tenu une réunion d'urgence pour condamner les frappes sur Doha. La pression augmente. Les frappes aériennes israéliennes ne résultèrent pas seulement de la fatigue militaire, mais aussi d'un calcul politique de Netanyahou. Netanyahou est le dirigeant ayant gouverné le plus longtemps en Israël, mais aussi l'un des plus controversés. Il est jugé pour des accusations de corruption, et les conflits au sein de la coalition ne cessent pas, ce qui affaiblit son leadership. Les sondages montrent que son taux de soutien vacille, et les manifestations antigouvernementales se poursuivent dans les rues. Dans cette situation, il a toujours choisi le même schéma. Il masque une crise interne par une crise externe plus grave, utilisant les menaces extérieures pour détourner l'attention du peuple. Plus la guerre contre le Hamas dure et les attaques sur Gaza s'intensifient, plus le peuple se focalise sur la crise sécuritaire au détriment des scandales politiques. Mais cette fois, la pression pour un cessez-le-feu s'est intensifiée. Comme la communauté internationale a fait pression d'une seule voix, Benyamin Netanyahou avait besoin d'une nouvelle crise. Le bombardement du Qatar était justement cette carte-là. En visant précisément la capitale d'un pays tiers, ils ont voulu élargir le conflit et provoquer une escalade, une méthode efficace à court terme. Prétendre lutter contre une attaque extérieure renforce la cohésion interne. En Israël, alors que les appels à la sécurité nationale ont augmenté, les critiques contre Netanyahou se sont momentanément réduites. Mais à long terme, c'est un pari risqué, car cela conduit à perdre la confiance de la communauté internationale, et même à mettre dans l'embarras des alliés comme les États-Unis. Netanyahou a pourtant choisi cette option extrême pour prolonger sa carrière politique. Au final, on peut considérer que cette situation est à la fois le résultat d'une opération militaire et d'un calcul politique. Actuellement, la situation au Moyen-Orient évolue rapidement. Que pensez-vous de la situation ? Donnez vos avis en commentaire. Merci d'avoir regardé.